Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Déconstruisons-nous. Déconstruisons-nous pour mieux voir, comprendre et accepter l'autre. Je suis Sylviane Poumani, CEO du Visage de la Diversité et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Khalid Hamdani, directeur de l'Institut Éthique et Diversité. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Bon, merci à vous d'avoir accepté de venir. Ensemble, aujourd'hui, nous allons parler de la place de la diversité culturelle en entreprise. Mais avant toute chose, je vais d'abord laisser mon invité du jour vous parler de lui, se présenter à vous, vous dire qui il est et ce qu'il fait. Parce qu'au début de notre échange, j'ai cru savoir, il m'a fait savoir en fait, qu'il traite de ce sujet de la diversité culturelle depuis plus de 20 ans aujourd'hui. C'est une surprise pour moi, je ne le savais pas, mais c'est une surprise très très agréable. Donc je vais vous laisser vous présenter. Merci Sylviane. Eh bien bonjour à tous, à vous et notamment pour votre invitation que je vous remercie pour cela. Juste une petite précision, nous sommes arrivés, nous sommes lavés les mains compte tenu du contexte et j'ai enlevé le masque juste pour l'émission. Après je le remettrai sagement et on a gardé une distance raisonnable. Je dis ça parce que dans le contexte actuel, étant quelqu'un de très attaché au respect des règles, quelles qu'elles soient, eh bien, je disais ça pour notre sécurité à tous. Vous faites bien de le préciser. Ceci étant dit, donc je m'appelle Khalid, c'est mon prénom, ou Khalid pour ceux qui ne sont ni germanophones, ni hispanophones, ni arabophones, et Hamdani, Khalid Hamdani, voilà, ou Khalid Hamdani ou Khalid Hamdani selon les endroits où je suis et la manière dont les gens ont appris à prononcer mon nom. Ceci était pour le petit détail amusant, puisqu'on en avait parlé avant l'émission. Oui, je travaille en fait sur les questions de non-discrimination, d'égalité de traitement et ce qu'on appelle l'action positive, j'y reviendrai, depuis très exactement en France, depuis le mois de novembre 1996. En novembre prochain, j'atteindrai mon quart de siècle sur cette thématique dans notre pays, en France. Auparavant, parce que je ne suis pas jeune, avant j'avais aussi un métier, avant 1996, qui était la gestion des ressources humaines et le recrutement. Donc je suis un pur produit de ce qu'on appelle les RH. Et si je remonte loin, c'est une autre aventure, mais n'allons pas trop dans le passé. Les questions d'égalité, de non-discrimination et de gestion des diversités au pluriel, toute forme de diversité, dont la diversité culturelle, j'y reviendrai, ce sont des choses donc, dont je traite aujourd'hui dans mon cabinet, l'Institut Éthique et Diversité, et en partenariat avec beaucoup de structures, dont l'Institut des nouvelles technologies de l'informatique, par exemple, qui est un partenaire aujourd'hui important. La question se pose pour les managers, pour les dirigeants de tout niveau, et les accompagner dans à la fois la compréhension du sujet, sa diffusion dans le corps de l'entreprise, chez toutes les parties prenantes internes de l'entreprise, salariés, les cadres intermédiaires, etc., mais aussi en direction des clients et des fournisseurs, et puis les aider est un mot un peu qui n'est pas approprié, c'est les former et les accompagner pour mettre en place des procédures qui leur permettent de gérer cette question de manière professionnelle. Voilà à peu près ce que je fais aujourd'hui à l'Institut que je dirige, l'Institut Éthique et Diversité basé à Paris. Merci Khalid pour cette présentation. Donc j'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce qu'il fait et je vous invite vraiment à aller regarder son site internet. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le contacter. Il est très ouvert et sera à votre disposition pour discuter du sujet de la diversité culturelle. Là, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit que dans ton ancienne vie, tu étais RH. Je me suis permise de vous tutoyer. Je ne vous ferai pas la réponse que fit Mitterrand en son temps à quelqu'un. Vous pouvez. Non, bien sûr que vous pouvez me tutoyer ou tu peux me tutoyer. Cela est un détail. Vraiment. D'accord. Je viens de découvrir en fait que tu es avec cette casquette RH. Et, oui. Et en fait, ça m'a rappelé tout l'été, tout le mois de juillet-août, j'ai fait des podcasts sur la perception de la diversité culturelle en France et j'ai eu interrogé des personnes vraiment au profil assez différent. Il y a une personne qui m'a dit ceci: la diversité culturelle aujourd'hui en entreprise, c'est encore du marketing pour les entreprises. Est-ce que pour toi aujourd'hui, tu considères qu'il y a vraiment une représentation des richesses culturelles de la France au sein des entreprises aujourd'hui en France?
Alors avant de répondre à la question sur la diversité culturelle et qu'on se mette d'accord sur ce qu'est culturel, de quoi s'agit-il? Juste pour les entreprises, j'entends, pas d'une manière générale, je m'en garderai bien, je n'en ai pas ni la prétention ni les compétences. Mais pour la diversité culturelle sur laquelle je reviendrai, je voudrais juste revenir sur la déconstruction que vous avez utilisé, quelque chose de très fort comme titre, comme slogan, déconstruisons-nous. Oui. Eh bien, la déconstruction en philosophie chez Heidegger d'un côté et surtout chez Derrida, c'est quelque chose qui a bercé ma jeunesse, en tout cas à l'époque où j'ai fait mes études à la Sorbonne, la notion de déconstruction, et notamment aux États-Unis pour la littérature américaine à partir des travaux de Derrida, était importante. Mais déconstruire, il ne s'agit pas de cela, il s'agit surtout de découvrir, me semble-t-il. C'est découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est très important dans tous les domaines. Et donc découvrir la diversité culturelle. Alors ma position, elle est très simple. Elle est à la fois le fruit du travail intellectuel, de lecture, du travail laborieux du soir, de lecture, qui est fondamental dans tous les métiers, j'espère, en tout cas dans les métiers de la connaissance. Et la deuxième, elle est l'expérience de ces 20 et quelques dernières années, 25 bientôt, mais auparavant, de toute mon aventure au Maroc, où j'ai eu ma licence de droit, où nous avons travaillé sur les questions de tiers-mondisme, de développement économique, de culture, par exemple notamment le modèle coréen ou japonais. Donc culture, oui, mais de quoi parlons-nous? Si on parle des cultures, il faudrait distinguer deux niveaux. Le niveau des cultures au sens des frontières nationales. Depuis les traités de Westphalie, on sait que les États sont organisés avec des frontières. Très bien, mais à ce moment-là, on est sur des nations, des nationalités, qui englobent parfois plusieurs cultures en leur sein. Mais si c'est de cela que l'on parle, à ce moment-là, nous sommes dans l'entreprise internationale qui envoie des cadres ou des agents dans le monde entier et qui, lorsqu'elle envoie une équipe, ou qu'elle reçoit une équipe venue de loin, doit faire ce que l'on appelle la communication interculturelle. Personne ne dit que c'est nouveau, c'est très ancien. Ça datait même des époques des débuts des routes de l'or ou de la soie, où les gens se rencontraient pour essayer de tâtonner, pour essayer de trouver un compromis culturel autour de leurs échanges économiques. Donc lorsqu'on est dans le management ou la communication interculturelle, il s'agit bien de eux et de nous. C'est-à-dire nous, Français, tous, quelles que soient nos origines par ailleurs, ou celles de nos parents, ou de nos grands-parents, ou de nos aïeux. Eh bien, à ce moment-là, nous sommes dans une communication qui nécessite l'apprentissage des codes et surtout de ce qui est implicite dans la culture de l'autre, qui pour lui est évident. C'est ce qu'on appelle les éléments implicites d'une culture qui font que les gens communiquent sans avoir besoin de passer par des sous-titres, par l'explicitation. Lorsqu'on est dans ce schéma, les entreprises françaises sont bonnes, comme toutes les entreprises performantes. Elles forment leur cadre à la communication interculturelle avec la Corée du Sud. Ou pourquoi pas du Nord, ça dépend de ce qu'on fait comme activité économique, avec l'Argentine, avec la Suède, avec la Finlande, que sais-je, avec le Maroc, avec la Guinée, avec le Togo. Donc là, on est sur une communication interculturelle, avec la réserve que lorsqu'on est dans l'espace francophone, nord-africain et africain, nos cadres sont suffisamment au fait de la culture française, y compris parfois dans ses moindres détails, coins et recoins, pour ne pas avoir besoin de ce type de stage. Par contre, pour l'inverse n'est pas vrai. Lorsque ce sont des cadres français qui ne connaissent pas l'Afrique, ils ont besoin pour aller travailler là-bas. Ça, c'est le premier niveau. Celui-là, je sais le faire, j'ai collaboré à le faire, mais ce n'est pas le cœur de métier de mon entreprise. Deuxième niveau de culturel qui est dans votre question, c'est celui d'une culture à l'intérieur du pays. Eh bien là, le champ est immense. Il y a par exemple, pour un cadre qui a grandi, qui est né dans la banlieue parisienne ou dans le cœur de Lyon, qui va aller à Tarbes, pas loin de Toulouse, il faudrait qu'il se forme un tout petit peu à la culture locale. De même, s'il est de Colmar, nous sommes en Alsace, et qu'il est muté dans le Pays Basque, il aura se former un petit peu pour distinguer les Pays Basques dans leur diversité, ceux de la montagne, ceux du littoral. S'il va en Corse, alors là, il nous faut un stage aussi pour communiquer. Donc la communication interculturelle entre nous n'est pas une question de frontières nationales, n'est pas une question de différence ethnique ou autre. Lorsqu'on est en France, né en France, grandi en France, j'en sais quelque chose pour mes propres enfants, on communique sur le canal français, c'est-à-dire que tout de sa condition sociale, de son niveau social. Si on a fait normal sup, on a un CAP de pâtisserie, je respecte les deux,
même si je ne mange pas de sucre, j'adore la pâtisserie, eh bien, on est évidemment en train de communiquer en fonction de son milieu, de son niveau, de son territoire. Donc la communication culturelle à l'intérieur de l'entreprise, soit on la prend avec l'étranger, je vous suis, soit on la prend à l'intérieur du pays, à ce moment-là, toutes, y compris l'Auvergne, le Pays Basque, la Gascogne, la Nièvre, que sais-je encore, le Saône-et-Loire, puisqu'on y est à côté. Donc la communication interculturelle dans l'entreprise française ne se pose pas. Ce qui se pose, c'est comment gérer les différences. Et là, on aborde un sujet de management de la fameuse diversité qui est devenue en France une sorte de totem. Effectivement, vous avez ratissé large en termes vraiment j'ai envie de dire, j'avais pas vu ces deux aspects-là. J'étais vraiment restée sur cet aspect, la diversité culturelle des étrangers vivant en France, étant nés en France, parce qu'il faut dire aussi, vos enfants sont certes nés sur le territoire français, mais ça ne change au fait que lorsqu'ils seront dehors, on reconnaîtra tout de suite que vous n'êtes pas français. Parce que moi, je connais quelqu'un en fait à qui c'est arrivé. On lui a posé, il a dit, les Français, on lui a demandé depuis combien de générations. Donc c'est vraiment pour ces personnes-là que la France soit un pays d'accueil ou bien soit leur terre natale en fait. Ces personnes-là qui ont un bagage culturel, qui arrivent en France, qui vont donc travailler dans des entreprises en France, mais qui portent avec elles un bagage culturel. Et qui aujourd'hui en entreprise, est-ce que ce bagage culturel, l'entreprise le conçoit et l'entreprise accepte que ces gens ont un bagage culturel? Alors, les entreprises, il y a deux niveaux toujours. Dans votre question, elles sont toujours un peu compliquées. Parce qu'il y a deux niveaux. Soit on discute de la société française. Donc, on est sur quelque chose qui est sociologique, qui est politique, oui, qui est même philosophique aussi, qui est parfois trivialement de sécurité dans la rue ou de psychologie dans les relations humaines. Soit on discute de cela, auquel cas on parle de la société en général. Oui. Soit on parle de l'entreprise en particulier. Je n'ai pas de prétention pour parler de la société en général, parce que ce n'est pas mon travail. Si, en tant que citoyen, j'ai mes opinions, mon avis, et même mon expérience. J'ai fait autrefois, naguère, un peu de politique. Je me suis intéressé à la chose publique, j'ai été au conseil à l'intégration. Je me suis intéressé à ces questions davantage que comme simple technicien ou cadre d'entreprise, peu importe. Si on parle de l'entreprise n'a pas de problème, elle est performante. D'accord. Elle est performante sur deux choses. La première, c'est lorsqu'elle elle intègre des gens venus de loin sur des postes techniques, des techniciens qu'elle fait venir d'un pays lointain ou des ouvriers. Hein. Elle sait, par la compétence et le métier, les intégrer. La deuxième, c'est lorsqu'elle a affaire à des gens qui sont nés ici, elle n'a pas de problème, puisqu'ils sont culturellement français. Les enfants qui sont nés ici, quand ils arrivent à l'âge de 18 ans, sont culturellement français, j'y reviendrai. Pour l'entreprise, c'est très facile, à condition de ne pas avoir trop de stéréotypes, de ne pas avoir à exprimer trop de stéréotypes et de préjugés, à condition de ne pas faire ce que l'on appelle tout simplement la discrimination, qui est définie par le droit. S'il n'y a pas de discrimination, puisqu'en principe c'est un délit, enfin principe non, c'est un délit, article 225.1 et suivant du Code pénal français. Puisque c'est une infraction, à ce moment-là, cette infraction civile ou pénale doit être combattue par l'entreprise. Donc une entreprise performante qui prend les compétences, c'est-à-dire les savoirs, les connaissances nécessaires, les savoir-faire, le tour de main, l'expérience, les savoir-être, les comportements professionnels. Elle met de la concurrence. Il faut être libéral en la matière pour éviter la discrimination. Il faut beaucoup de libéralisme, de mise en concurrence. Une fois qu'elle a mis en concurrence les compétences, elle retient les meilleurs, elle les intègre. Ils ont les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Donc, le tour de main, comme en cuisine, et le comportement qui va avec chaque poste de travail. À ce moment-là, les gens nés en France n'ont aucun problème d'adaptation culturelle. Que diable, ils sont français. En revanche, si elle fait venir des gens de loin, s'ils sont savoir et savoir-faire impeccables, parlons français tout à fait correctement, si on travaille en français, parfois dans certains milieux on travaille en anglais, donc le problème est réglé. Les connaissances techniques, etc. Le comportement, il faudra ajuster. S'il vient de Finlande, il faudra peut-être ajuster des petites choses. S'il vient de certains États des États-Unis, il faudra ajuster des petites choses. Ou tout simplement de l'autre côté de la Manche. Hein. Quelqu'un qui vient d'Angleterre, on doit lui ajuster dans le comportement. Quelques codes lui échappent. Pas pour nos enfants nés ici. Hein. Donc pour l'entreprise, c'est assez simple. Si elle ne discrimine pas, elle fait de l'égalité de traitement, elle est stricte sur les objectifs, elle est libérale dans le sens où elle met en place la concurrence pour recruter, pas le piston, pas les passe-droits, pas les amitiés,
pas le consanguinité qui permet de réserver les postes. Bref, c'est ce qu'on appelait naguère l'esprit républicain, dans lequel moi j'ai appris à grandir à l'école primaire, mais c'était dans les années 60. Donc si vous voulez, l'entreprise n'a pas de gros soucis à se faire si elle est performante. Pour nos enfants ou les enfants de France nés de parents venus de loin, l'Afrique, l'Asie, l'Afrique du Nord, etc. Même la planète Mars, s'ils sont nés en France, ils seront français. Croyez-moi, la culture française est très, très, très prégnante. Je comprends. Très prégnante, vraiment. Et c'est malheureusement, beaucoup de Français n'ont pas confiance dans la capacité de leur culture à absorber, intégrer, assimiler, digérer ce qui vient de l'extérieur et l'hexagonaliser. C'est un néologisme que j'ai forgé. L'hexagonaliser. Ça nous fait la transition pour l'extérieur. Mais dans la société, oui, il y a des problèmes. Oui. Il y a des problèmes, on regarde, c'est des problèmes de l'appartenance. Est-ce qu'il est réellement français ? Est-ce qu'il est authentiquement français ? Est-ce que cet enfant de cette couleur-ci ou de cette couleur-là, de ce quartier, etc., est légitimement français et patriote, ou n'est-il qu'un français de papier ? Une expression qu'on utilise parfois dans certains territoires de notre pays, certaines personnes l'utilisent. Oui. Moi, je me demande comment quelqu'un qui est né ici, en France, qui a grandi ici, peut, à l'âge de 18 ans, sans jamais avoir vécu durablement pendant de nombreuses années, dans le cas d'espèces 18 ans, pendant 14 ou 15 ans sur les 18 ans, dans un pays étranger, comment peut-il faire pour ne pas être français ? Je me le demande. Ce serait un miracle. Et alors que moi, je suis légitimement, authentiquement, totalement un immigré. Donc je suis marocain et français. Quand mes enfants sont français et ce qu'ils veulent. C'est très important ce que je vous dis là. Oui. Nous, notre génération, nous étions français par l'école primaire, mais nous avons des immigrés, donc je suis un immigré au sens de la définition précise de la statistique nationale et même au-delà de la politique publique. Les immigrés qui viennent de loin, peu importe le pays, qui arrivent à l'âge adulte, sont de deux sortes. Ceux qui découvrent la France et peuvent nous donner des académiciens, l'excellent François Cheng, chinois, Amin Malouf, mais lui était déjà francophone, c'est la deuxième catégorie. Et ceux qui, dans leur pays d'origine, le Liban en l'occurrence ici, ou l'Algérie, ou la Côte d'Ivoire, mais qui viennent, mais qui sont déjà francophones, parfois extrêmement francophiles. Donc deux catégories d'étrangers. Ceux qui viennent adultes et découvrent, ce sont des immigrés, mais qui découvrent tout. Et puis les autres immigrés qui, lorsqu'ils arrivent, ont déjà le bagage français. Ils font des ajustements sur le quotidien. Distinguer dans le pain du boulanger, le vieux pain à l'ancienne, et le bâtard, qui est un petit pain. Ce n'est pas des enfants adultérins. Ce que nous croyions quand nous étions jeunes, la première fois, nous découvrîmes le bâtard chez une boulangère. Je ne connaissais pas le bâtard. Oui, c'est un pain. Et l'immigré francophone qui arrive, il est étonné par les détails. Ce sont les petits détails du quotidien. Parce que les détails du quotidien, il les a vécus en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Maroc, en Tunisie, au Liban, en Chine, peu importe où. Mais même s'il est totalement francophone. Oui. Alors que nos enfants, ils connaissent tous les détails. Et puis, pour eux, ce qui est exotique, c'est les pays qui sont là-bas. Donc, eux sont français. Quand ils vont dans un pays d'origine des parents ou des grands-parents, c'est l'exotisme pour eux. Ils n'ont pas les codes implicites de ces pays-là. Oui. Ils ont les codes français. Donc, pour l'entreprise, ces questions politiques, c'est de la pollution. Ça fait rentrer du bruit et du désordre dans l'entreprise, alors qu'une entreprise, elle met des filtres à charbon actif. Quand quelqu'un rentre dans l'entreprise, il a un contrat de travail. Il n'est ni blanc, ni noir, ni jeune, ni grand, ni petit, peu importe. L'entreprise lui donne un costume, une identité d'entreprise pendant le temps de travail, avec des relations humaines marquées par le respect. C'est vrai aussi pour l'égalité femmes-hommes, c'est vrai pour combattre le sexisme dans l'entreprise, c'est vrai pour prévenir le harcèlement sexuel dans l'entreprise, qui est un vrai fléau dans certaines entreprises, pas partout heureusement, et dans l'administration aussi. Apparemment, on a un scandale aux affaires étrangères en ce moment, peu importe, on verra. Mais si vous voulez, ce qui est important dans l'entreprise, c'est qu'on peut agir dans le cadre d'un contrat, sur un temps précis, dans un espace précis, même quand on fait du télétravail. Donc on a un espace précis, un temps précis, un contrat. Alors que dans la société, c'est compliqué. Si quelqu'un vous regarde, madame, et vous dit « vous n'êtes pas française », mais c'est son droit le plus absolu de le penser, de le dire sans insulte et sans agressivité. Et vous passez votre chemin, si vous ne le connaissez pas. Sinon, vous faites un débat et une émission. On va plutôt prendre l'option de passer son chemin. Je crois.
Oui, je voudrais juste revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous parlez de l'égalité des chances, l'égalité des traitements qu'on doit administrer à toute personne quand il entre dans l'entreprise parce qu'il signe un contrat, il est régi par un contrat. Et je voudrais juste également rebondir sur cet aspect, l'immigré qui arrive adulte. Quand on arrive adulte dans un pays, quand on arrive dans un nouvel environnement et on commence à y construire sa vie, forcément on porte avec soi tout bagage culturel, tout ce qu'on a appris dans notre pays. Et est-ce que tu ne penses pas que quand on arrive en entreprise, l'entreprise devrait mettre en place des éléments justement pour accompagner ces personnes-là qui n'ont pas encore porté tous les cours de la société française pour qu'elles puissent mieux s'intégrer au sein de l'entreprise? Ou j'ai envie de dire, ou c'est au service de la personne de se débrouiller pour que la personne s'intègre le mieux possible C'est difficile de répondre de manière générale parce que dans l'entreprise, il y a des hiérarchies. Et il y a des besoins en compétences, en main-d'œuvre, et parfois des pénuries sectorielles au niveau des compétences. Ouais. Si par exemple, on est dans un domaine comme le bâtiment ou la restauration, qui sont des domaines, même si aujourd'hui, hélas, à cause de cette crise sanitaire qui, je l'espère, passera le plus vite possible, le secteur de la restauration est en grande difficulté, ou de l'hôtellerie. Lorsqu'on est dans un secteur donné, ou l'industrie, parfois dans certains endroits, ou l'agriculture, pour le maraîchage, pour beaucoup d'autres domaines comme cela, il y a soit des choses très structurées, comme les accords de main-d'œuvre avec des pays étrangers, par exemple, pour ramasser les fruits, etc., en saison, il y a des saisonniers, il y a des contrats même spécifiques avec des pays d'origine. Et là, c'est très organisé. Les gens viennent, pour les vendanges aussi, viennent, font leur travail et repartent. Là, ça n'a pas beaucoup changé depuis l'époque où moi, je pouvais faire des vendanges, jeune étudiant, près de Lussac, Saint-Émilion, Sauveterre de Guyane, si ma mémoire est bonne. Bon, là, c'est organisé, ils vivent entre eux, la vie est organisée, même leur vie matérielle est organisée plus ou moins bien, plus ou moins dans le respect des règles. Et parfois dans un respect des règles tout à fait convenable, du logement, l'alimentation. Donc là, c'est géré par l'employeur quasiment. Ouais. C'est un peu comme une espèce de colonie de vacances, mais ce n'est pas des vacances, c'est du travail. Donc là, tout est organisé, les accords de main-d'œuvre, les contrats. Ceci est devenu rare. Lorsque un secteur a besoin de compétences, et les gens qui viennent sont compétents techniquement, vont travailler dans le bâtiment, là se pose d'abord le problème de la langue. Là, l'employeur, normalement, doit aider ces personnes, grâce à des financements, à des systèmes aussi que les pouvoirs publics mettent à leur disposition, pour qu'ils acquièrent la langue. Donc là, le premier point, c'est la langue pour communiquer autour du travail. Le deuxième élément, c'est qu'ils ne se retrouvent pas à être juste entre eux, coupés du reste des autres collègues. Il y a aussi la sociabilité en entreprise. Il y a ensuite parfois le transfert des compétences. On travaillait de cette manière dans un pays et ça, c'est plus facile à régler. S'il voit qu'il n'a pas les techniques de travail, il va les lui donner si elles sont faciles à acquérir. Si elles ne sont pas faciles à acquérir, je ne vois pas pourquoi il l'a embauché. Donc, si vous voulez, quand c'est des niveaux de qualification opérationnelle, ouvriers, etc., ça se gère assez bien. D'ailleurs, si on arrêtait aujourd'hui tous les ouvriers, toutes les personnes du bâtiment, des petits métiers de la santé, les petits métiers de la livraison, toute personne étrangère venue de l'étranger, adulte, je ne parle pas de nos enfants qui sont nés ici, oui. Non, je parle de ceux qui sont venus. Si on les arrête tous un jour, on verra tout de suite l'effet. Ils sont très nombreux. Après, pour cela, l'essentiel se joue autour de la langue et de certains comportements qui sont importés d'un pays à un autre sans transition, sans sas de décompression. Là, il y a un travail à faire, à la fois sur 1. La langue, 2. La nature du contrat et expliquer ce qu'est un contrat de travail avec droits et devoirs. Ensuite, les us et les coutumes. Et là, c'est un travail d'interculturalité tel que votre première question le suggérait. Donc, dans votre premier questionnement, là, oui, il y a un travail. Et autrefois, on le faisait dans les entreprises. Moi, les premières formations que j'ai pu faire, je ne me souviens plus très bien de la date, mais c'était des ouvriers, on leur faisait de l'alphabétisation et on faisait des formations interculturelles à leur chef d'équipe pour qu'ils apprennent à mieux communiquer sans créer des blessures, Mais c'était fonctionnel, c'était pas fait dans un esprit de complexité, c'était simple à faire. On expliquait le code, c'est comme le code de la route. Vous étiez dans une voiture, le code de la route il est universel, c'est le travail.
Plomberie, c'est de la plomberie. Bien sûr, il y a des différences entre plomberie, plaque et or dans les beaux quartiers des hauteurs de Nice. Oh, je n'ai rien contre Nice, ça peut être Cannes ou le 7e arrondissement à Paris. Mais la plomberie diffère bien sûr, mais simplement le métier, c'est le métier. Après, c'est le périphérique, les relations, les contacts, comment on parle, comment on communique. Ça, c'est culturel. Bon, on fait de l'interculturel. J'ai répondu uniquement aux agents d'exécution, aux salariés, aux ouvriers. Maintenant, on va monter très haut. Quand vous arrivez au cadre, là, effectivement, ça devient un peu plus compliqué. Parfois, la langue n'est pas le problème, parce que souvent, les réunions se font en anglais. Quand c'est en anglais, bon. Et là, comme par hasard, les stéréotypes vont changer de nature. Ce ne sera pas du rejet. Ce sera soit de l'exotisme admiratif, si la personne est anglaise avec une petite touche, ou américaine dans son accent. Et là se pose la question des accents. Souvent, on reproche à des cadres étrangers leur orthographe, leur syntaxe, leur manière de parler, leur manière de s'exprimer, leur accent en français. Pour les cadres, ce sera surtout ça. Ce sera des petites choses de ce type-là. Alors que les comportements, on est dans des élites, les comportements sont assez mondialisés, assez normalisés, assez américanisés, il faut dire. Donc là, ce sera plus sur des petits détails. Mais en général, là, on est sur de l'expertise. Et l'expertise fait oublier l'essentiel de ces petits problèmes de communication interculturelle. Je ne dis pas qu'ils disparaissent, je dis qu'ils sont moins visibles. Ils vont jouer sur des petits détails. L'accent, par exemple, et les fautes de français sont en France quelque chose où chacun se sent le dépositaire exclusif à lui tout seul de la langue française, quand bien même il la maîtrise mal. C'est un autre débat. Mais simplement, là, on peut dire que si quelqu'un est techniquement au point, commet quelques fautes, des accords de genre ou des choses comme ça, on ne peut pas le reprendre, on peut les faire en off, en dehors du temps de travail. Pour les cadres, vraiment, ils sont très vexés lorsqu'on les reprend trop sur leur accent, sur leur faute de français. Voilà à peu près ce qui se passe dans les cadres. Mais chez les cadres, allons, ils ne sont pas si stigmatisés que ça lorsqu'ils ont été recrutés sur de l'excellence. D'accord. Le problème, ce sont nos enfants, nés ici, qui ont tous les codes et qui ont la compétence et qui ne sont parfois, pas toujours, parfois ne sont pas mis en concurrence de manière loyale. Ouais. Et c'est là cette question de la discrimination sur laquelle moi je travaille depuis presque 25 ans, bientôt, et sur laquelle il y a des progrès qui ont été faits, mais pas assez. Alors que la question des discriminations pour nos enfants est terrible, parce que ne peuvent être discriminés que les jeunes de nos enfants qui remplissent toutes les conditions, c'est-à-dire que pour être discriminé, d'abord il faut être compétent. Si on ne remplit pas les conditions, on ne peut pas être discriminé. Je parle du travail, je parle des entreprises. Parce que quand je mets en concurrence des personnes, le meilleur, je ne le connais pas à l'avance, sinon ce n'est plus un recrutement, c'est une nomination. Oui, effectivement. Oui, la 5e permet cela, mais dans le champ politique, pas dans l'entreprise. À partir du moment où j'ai mis en concurrence et que ce jeune homme ou cette jeune femme qui ne ressemble pas à la moyenne de ce qu'étaient les Français en 1910, qui est telle couleur, telle ceci. Non, si elle est compétente, il faut qu'elle rentre par la porte et par la concurrence. Donc moi, le remettre en cause quelqu'un sur ses compétences en le discriminant qui est né ici, eh bien figurez-vous, ça fait davantage mal que pour quelqu'un qui est né à l'étranger. Parce que l'immigré qui arrive s'attend toujours à un traitement un peu plus favorable aux nationaux qu'à lui, et il l'accepte. J'en témoigne, y compris de ma propre expérience, en vertu ou en référence à ma propre expérience ici, depuis 42 ans déjà. Il ne l'accepte pas si c'est injuste. Mais ces petites choses, d'où venez-vous, etc., cette exotisation de votre comportement, ne gêne pas. Parce qu'on peut répondre. Parce qu'elle correspond à une réalité. Mais les enfants qui sont nés ici, lorsqu'on le dit, vous venez d'où, c'est une agression. Donc c'est pour ça que dans l'entreprise, c'est facile. D'abord, on vérifie. Vous êtes collègue dans l'entreprise, on me présente, vous êtes ma collègue, vous vous présentez. Une fois que les présentations sont faites, il n'y a pas besoin de savoir si vous venez, ou vos parents, vos arrière-grands-parents. D'accord. Donc, dans culturel, vous avez vu tout ce que ça nous a amené à traiter comme et vous avez parlé de déconstruire, nous sommes en train de déconstruire. Effectivement. Je vais terminer sur deux petites questions. On a beaucoup parlé de la diversité culturelle en entreprise sur plein d'axes. On a abordé beaucoup d'axes. Et je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a des avantages pour une entreprise, justement, à avoir une équipe multiculturelle, avoir dans ces équipes des personnes issues de différents pays, de différentes nationalités? Est-ce qu'il y a des avantages? Et si oui, est-ce que les entreprises en sont conscientes aujourd'hui?
les grandes entreprises mondialisées qui jouent dans la cour mondiale sont déjà toutes capables de gérer ces diversités et d'en faire des atouts, avec des équipes pluridisciplinaires, mais pluriculturelles. Pluri aussi, tout ce que vous voulez. Pluri, vous ajoutez ce que vous voulez. Par exemple, l'âge. Parfois, l'âge, des tranches d'âge différentes, font des regards complémentaires. Les grandes entreprises qui jouent cette carte, les grandes entreprises mondialisées, n'ont pas de gros soucis véritablement. Oui. À part quelques stéréotypes, quelques vexations, quelques petites discriminations, parfois par-ci, par-là. Mais la question, c'est pourquoi faire ? Si c'est avoir des diversités culturelles pour le plaisir de faire moderne et d'afficher une photo sur laquelle il y a des couleurs, c'est de la communication, je respecte, hein. Mais je ne vois pas en quoi, moi, chef d'entreprise, imaginez que j'ai une entreprise de 5000 salariés, ce qui est énorme à l'échelle de la France. C'est une très, très, très grosse PME. Une belle PME allemande, donc. Bon. Sur les 10 dernières années, notre entreprise a mis en place des procédures très strictes. 0 discrimination. 100% d'égalité de traitement. C'est-à-dire, quand vous avez ce qui vous réunit les conditions de promotion, de tout, y compris de licenciement, de recrutement, bien sûr, on vous le donne. Donc, 0 discrimination. 100% d'égalité de traitement. On respecte toutes les règles. La loi sur le handicap de 2005, à la perfection. La loi sur l'égalité pro, la mixité entre les femmes et les hommes. Les seniors, on a mis en place les règles du respect des différences. Mécaniquement, notre entreprise, à 5000, 10 ans de travail, sera représentative de ce qu'est la société française. Il y aura fatalement des hommes et des femmes, des plus jeunes, des moins jeunes, des handicapés, des personnes en situation de handicap, pardon d'avoir parlé trop vite là, parce que c'est quand même un sujet qui me tient à cœur pour d'autres raisons et pour d'autres activités, y compris personnelles. Vous aurez de sa fameuse diversité, ce mot qui n'a aucune définition juridique en France. C'est une appellation, c'est pas de l'AOC, on n'est pas sur de l'appellation d'origine contrôlée là. Hein. Donc, mais peu importe, faisons comme si. À ce moment-là, votre entreprise, elle affiche une image qui est... Mais si par contre, dans votre secteur, en ayant fait tout cela, vous avez essayé d'être proactif, d'attirer des jeunes des quartiers, du milieu rural aussi, n'oubliez jamais le milieu rural, il y a beaucoup de problèmes dans certaines zones de France. Eh bien, si vous avez fait tout cela pendant 10 ans à la perfection, et que tout contrôle de la directe, de dialogue syndical, vous avez ouvert à vos syndicats le soin de faire, de journalistes, de sociologues, eh bien, votre entreprise est plutôt une entreprise où il y a beaucoup d'hommes de 40 ans et plutôt blancs, ben, ça veut dire que dans ce métier, le marché du travail, les formations, donne ce type de profil majoritairement et que vous, malgré tout, vous avez cette... Eh bien, vous n'allez pas me dire que cette entreprise, vous allez lui reprocher de ne pas avoir. C'est là où le politiquement correct, oui. C'est là où les tropismes déformants, c'est là où le conflit entre le nous et le eux, imaginaire, il s'est créé dans ce pays où je vis depuis 42 ans et croyez-moi, j'ai dormi au moins une fois dans chacune des préfectures de ce beau pays pour mon travail, avec 80 à 90 000 km par an pendant 20 ans, je pense l'avoir sillonné, plus l'école primaire, où nous apprenions par cœur nos départements, notre massif central, notre Bosse et notre Brie. Enfin, pas la nôtre, la vôtre à l'époque. On le voyait ça du Maroc. Mais simplement, il faut arrêter cette espèce de combat imaginaire, de guerre civile imaginaire entre un nous qui est réel et dans lequel sont inscrits les enfants nés de parents venus de loin, comme les miens, comme peut-être vos parents, mais je ne connais pas du tout, je ne vous ai pas du tout posé la question de vos origines, et je m'en garderai bien, pour moi vous êtes une jeune fille française, peu importe, eh bien, si on arrête cette guerre imaginaire médiatisée à outrance, et qu'on revienne à des choses très simples, qu'est-ce qui nous réunit ? Et c'est cela qui fait l'entreprise. Ce qui compte dans une entreprise, c'est pas ce qui divise, c'est pas ce qui sépare, ce n'est pas ce qui distingue les uns des autres, c'est ce qui les réunit. Une entreprise est faite de fondation et rez-de-chaussée solide. On sait parfaitement ce qui nous réunit. Dans mon petit métier, faire des formations et des conférences. Pour d'autres, fabriquer des masques. Pour d'autres, fabriquer des chemises. Pour d'autres, faire des plateaux télé. Chacun dans son métier sait, quand il rentre dans l'entreprise, qu'on a ensemble un destin commun. On est sur le même navire. La concurrence se fait avec ceux qui sont à l'extérieur, nos concurrents. Pas entre nous. Entre nous, c'est la coopération. Et nos différences, on les gère à l'étage, pas dans les fondations. Et ce qui me désole, c'est que notre pays, la France, j'entends,
est un pays, et évidemment je suis aussi marocain, en vertu d'accords entre les deux pays, et je suis heureux d'avoir cette biculturalité, ce bilinguisme. Eh bien, il faut qu'on arrête de faire cette guerre imaginaire entre un nous qui est réel et un eux qui est imaginaire. Ouais. Moi, sur mon versant marocain, je suis dans le eux. Je suis un étranger à la nation française. Parce que je suis né et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 21 ans dans un autre pays. Mais les enfants nés ici ne sont pas dans le eux, ils sont dans le nous. Faisons en sorte que cette ressource humaine, ces compétences, ce point fort que nous avons par rapport à nos amis allemands, parce que notre démographie est bonne, faisons en sorte que tous nos enfants réussissent, mais chacun à la hauteur de ses capacités, et arrêter cet égalitarisme un peu stupide. Bien sûr, avoir un CAP de boulangerie ou de boucherie ou de charcuterie vous permet, ou d'autres domaines, un bac plus, normal sup, polytechnique, peu importe. Mais ça ne se fait que par le travail. Or, un enfant qui n'est pas reconnu pour ce qu'il est ne peut pas progresser en termes de savoir. Merci beaucoup, Khalid, pour ces mots de fin. Merci à vous. Et comme vous l'avez entendu, tout le monde doit être reconnu. On doit reconnaître les compétences de tout le monde. On doit reconnaître les qualités de tout le monde. Et on doit, aujourd'hui, que tu sois immigré, que tu sois enfant né en France, en fait, dans le monde de l'entreprise, tu dois être embauché sur la base de tes compétences et pas sur la base de ton origine ni du nom que tu portes. Même si les discriminations existent, hélas. Hélas, elles existent. Merci pour votre invitation. Merci. Merci à toi, Khalid, d'avoir accepté de passer ce moment avec moi, d'avoir accepté de parler de cette thématique avec moi, d'aborder cette thématique qui est riche. On a pu vraiment partir sur plein d'axes, l'aborder sur différents... Au départ, c'est vrai que je t'avouerai que je n'avais pas pensé à tous les axes que tu as abordés, mais c'est une bonne chose que tu l'aies fait parce que ça a rendu cet échange encore plus riche. Merci. Est-ce que tu voudrais dire un mot de fin à nos auditeurs avant que je ne conclue ou... Je croyais qu'on avait déjà fini l'émission, mais avec plaisir. Avec grand plaisir. Plus D'abord, remercier toute l'équipe qui est là, de leur sagesse et de les avoir un peu empêchés peut-être de faire leur travail, j'espère pas. Merci à toute cette équipe qui est là. Et dire à nos enfants, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines, milieu rural, milieu urbain, à nos enfants, c'est très, très, très difficile une vie. Mais c'est tellement agréable lorsqu'on se débarrasse de 3 choses, ou de plus, mais au moins 3. La première, c'est que le travail, c'est très important. Oui. C'est-à-dire commencer par ses devoirs scolaires ou par, si on vous a demandé de nettoyer une table, il faut bien la nettoyer. Voilà. Donc le travail, quel qu'il soit, il faut bien le faire. Et prendre du plaisir à le faire, c'est le deuxième point. Bien travailler et prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Même quand c'est quelque chose qui n'est pas votre travail. Vous me donnez aujourd'hui, si vous avez de l'aide à faire, je débarrasserai avec vous les tables avec plaisir. Donc, travailler et le faire avec plaisir. Et la troisième chose, c'est d'apprendre à réfléchir et rester calme avant de réagir. C'est de ne pas être tout le temps susceptible. De prendre parfois le temps et le recul. C'est plus facile pour moi parce que je suis vieux. C'était plus difficile quand j'étais jeune. Mais si, je quand même largement sexagénaire. Mais simplement, lorsqu'on est jeune, on a tendance à s'emballer avant de réfléchir. Au moins ces 3 petites choses. C'est par le travail. C'est pas Zidane est un génie. Les acteurs ont du talent. Les rappeurs travaillent. Regardez, ils travaillent la langue. Eh bien, les enfants à qui on dit c'est facile, on ne leur apprend pas la valeur du travail et le plaisir dans le travail. Et après, pas trop de susceptibilité, prendre toujours un peu de recul, réfléchir, consulter autour de soi. Et après, quand on a à faire des choses dans un état de droit, la France est une démocratie, un état de droit imparfait, certes, mais ce n'est pas un pays dans lequel il n'y a pas d'opportunité. Mais par contre, quand on a un droit qui est bafoué, il faut toujours essayer de défendre son droit par le droit et pas par l'injure ou je ne sais quoi. C'est tout ce que je peux dire à nos enfants, quels qu'ils soient, milieu rural, milieu urbain, quelle que soit leur couleur, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Tu vois, tu avais vraiment quelque chose à dire et on a tous retenu voilà. Chers auditeurs, il y a vraiment 3 points dont vous devez vous débarrasser. Vous avez entendu Khalid et nous sommes très contents de lui avoir laissé la parole pour qu'il puisse conclure ainsi parce que moi aussi j'ai été enrichie et j'espère que vous avez tous été enrichis de ces mots de la fin. Merci. J'ai envie de vous dire merci infiniment de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même jour et d'ici là, portez-vous bien. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legions vous a présenté Déconstruisons-nous le podcast,
une production autour de la diversité culturelle présentée par Sylviane Poumani, CEO de l'entreprise Le Visage de la Diversité. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une belle journée lumineuse.